sentí la verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían. Hoy en día, ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los Très contente de vous voir tout le monde. Yes. Je vois des gens de Tremblant, de Montréal. N'hésitez pas à écrire dans le chat, vous nous visitez de où aujourd'hui? C'est toujours le fun de voir comment la communauté se tisse à travers le Québec et même de l'autre côté de l'océan. On a souvent des gens qui nous se joignent à nous de France, donc bienvenue à tout le monde. Encore une fois, je suis vraiment tellement heureuse d'être avec vous ce soir, puis d'avoir juste l'opportunité de vous voir, de sentir la communauté qu'on est, puis de voir en fait la grande famille qui se forme à chaque fois qu'on se réunit comme ça virtuellement pour s'enrichir de savoir, de connaissances, puis tout simplement finalement pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes, parce que c'est la chose la plus importante dans la vie, je pense, de continuer de croître. C'est vraiment beau de pouvoir le faire ensemble. Donc, bienvenue aussi à toutes celles que c'est la première fois qui viennent à la table rouge. Je suis vraiment honorée de vous avoir. Puis à toutes celles qui sont là depuis plusieurs tables rouges. Donc, ce soir, ce n'est pas une surprise, on vous offre une table rouge sur le thème de l'endométriose, puisque c'est une condition qui est encore taboue et très méconnue, mais qui touche quand même une femme sur 10. Donc, moi, je me dis, hey, wow, une femme sur 10, essayez de vous imaginer 10 femmes de votre entourage, amis, collègues de travail, voisines, famille. C'est-à-dire qu'il y en a une là-dedans, for sure, statistiquement parlant, qui souffre de cette condition-là. Donc, en plus, le mois de mars, c'était le mois de la sensibilisation à l'endométriose. Donc, on trouvait ça super important d'en parler aujourd'hui. Alors aussi, pour toutes les personnes ce soir qui nous écoutent et qui souffrent d'endométriose, on est là justement pour mettre de la lumière à travers ça. Donc, shout-out à toutes les endo-warriors. J'aime ça, ce terme-là, endo-warriors. Je ne sais pas ça vient de qui, mais je l'utilise ce soir. By the way, juste dans la catégorie bonne nouvelle, on a appris ça il y a quelques jours, mais le Centre universitaire de santé McGill il a annoncé fin mars l'ouverture du premier centre de référence multidisciplinaire pour l'endométriose au Québec. Donc, je trouvais ça vraiment comme une bonne nouvelle de l'apprendre juste avant la table rouge. Alors, avant de jump in dans le sujet, le déroulement qu'on propose ici ce soir est super simple. En première partie, on a préparé des questions pour nos invités. Donc, moi, je vais apprendre en même temps que vous sur le sujet. Et ensuite, on va avoir un petit 5-7 minutes de pause. On appelle ça notre pause artistique. C'est une façon pour nous de comme avoir un petit breather avant la prochaine partie, puis d'intégrer un peu toute l'information qu'on va avoir reçue en première partie dans notre corps, dans nos cellules. Et ensuite, on va laisser la place finalement pour poser vos propres questions. Donc, c'est une partie un peu plus interactive. Levez la main sur Zoom, posez les questions sur le chat. C'est un safe space, encore une fois, pour apprendre ensemble. Et à la toute fin, on fait tirer un cadeau spécial. Comme à chaque mois, c'est un cadeau différent. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Petit point technique. Je veux dire merci à Chauvry, Amy et Isabelle Marie qui mettent leur caméra parce que, comme je disais au début, on adore voir le visage de notre communauté. Puis pour moi, ça fait réellement une différence de pouvoir voir des visages puis de sentir l'interaction. Puis aussi pour les invités spéciaux qui prennent le temps de venir nous partager. Donc, je veux juste vous encourager à vous suggérer ce soir de mettre vos caméras si vous le pouvez, même si vous êtes en train de manger, plier du linge ou vous étirer sur un tapis. Vraiment, ça nous permet de tisser notre communauté d'une façon un peu plus, de sentir le lien plus humain. Yay! Contente de vous voir les filles. Merci Mathilde, Cassandre, Lauriane, Cynthia. Aussi, on vous encourage le chat. Okay? Le chat, c'est vraiment la place où on peut aller enrichir encore plus l'événement. C'est pour nous. Si vous avez des liens, des livres, des podcasts, des choses que vous voulez partager sur le chat, n'hésitez pas. C'est super interactif. C'est là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Puis, dernière chose, c'est qu'on a l'opportunité d'avoir Gabrielle qui a organisé l'événement, qui va prendre des notes tout au long de l'événement. Donc, si maintenant on parle d'un livre, on parle d'une référence, on va faire un recap, puis à la fin, il va vous être envoyé par courriel. Donc, tu sais, vous pouvez vraiment comme profiter de l'événement, enjoy, pas être là en train de comme vous casser la tête à prendre trop de notes. On s'en occupe pour vous, ça fait partie de notre offrande de ce soir. Donc, on a l'opportunité d'être ensemble ce soir pour environ 1h30.
Et en fait, notre intention, c'est que vous repartiez d'ici avec des clés, soit pour mieux vivre avec l'endométriose, si c'est une condition qui vous touche, ou mieux soutenir une personne proche qui souffre de cette condition. Donc, ce soir, on a l'opportunité d'avoir 2 invités spéciales. Une des invitées est en panne d'électricité, donc va peut-être se joindre à some point dans l'événement, peut-être pas. On a la chance d'avoir quand même 2 invités vraiment spéciales. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. On a ici Marie-Josée Thibert. Je suis enchantée de par sa connaissance. Marie-Josée cohabite avec les symptômes de l'endométriose depuis 30 ans. Puis elle s'intéresse au sujet depuis autant d'années. Puis aujourd'hui, elle est conseillère en communication pour le réseau de la santé et des services sociaux de Montréal. Elle a co-écrit le livre Endométriose et fibromes utérins. Et elle est aussi présidente fondatrice d'Endométriose Québec. Donc, on a vraiment comme une référence ici avec nous ce soir. Je suis hyper choyée. Merci d'être avec nous, Marie-Josée. Et on a également notre deuxième invitée, Mélanie Roy, qui est avec nous pour une deuxième table rouge. On l'a déjà reçue dans le passé. Et Mélanie, en fait, elle a longtemps cohabité avec un trouble dysphorique prémenstruel puis des règles hémorragiques qui n'en finissaient plus. Je quote Mélanie. Et elle a découvert la yoga thérapie hormonale qui a vraiment complètement transformé sa vie. Elle est diplômée en sexologie. Elle a fait des formations de yoga, de self-mastery pour femmes, naturopathie, aussi pour la santé du plancher pelvien, l'Ayurveda, bref, beaucoup de cordes à son arc. Et sa mission aujourd'hui, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la santé hormonale, pelvienne, sexuelle et globale. Donc, voici le portrait de nos invités. Merci Mélanie, merci Marie-Josée d'être avec nous. Et sans plus tarder, je jump dans la première question. Are you ready, guys? Oui. Yes. Nice. Ben, peut-être, première question, je serais curieuse, peut-être utiliser le chat. J'aimerais savoir qui d'entre vous ici ce soir est touché par la condition de l'endométriose. Peut-être juste faire un moi, mettre un emoji, juste pour qu'on voit sur le chat qu'on commence à regarder ça. OK. Ouais. J'avais envie de dire, Erika, tantôt tu disais une femme sur 10, mais je vous dirais que ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'on dit ça, là, une femme sur 10, c'est probablement beaucoup plus que ça. C'est 1 à 2 femmes sur 10, plus un nombre non comptabilisé de personnes non-binaires, transgenres. Donc, on peut imaginer que c'est peut-être même plus proche du 20 que du 10 là. Fait que c'est quand même, c'est majeur. C'est méconnu, mais c'est pas rare. Wow. Merci du update. Ben, peut-être qu'on peut commencer avec le commencement. L'endométriose, première question, c'est quoi? Puis cette question-là, je l'adresserai d'abord à Marie-Josée qui a cohabité avec cette maladie-là, puis pour vulgariser un peu les symptômes, puis nous dire comment ça se comporte dans le corps. Ça ressemble à quoi au quotidien d'une personne qui vit avec de l'endométriose? Absolument. Puis avec plaisir, je pense que c'est nécessaire avant d'en arriver aux solutions, bien que c'est ça qu'on a hâte de savoir. C'est toujours intéressant de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Puis, tu sais, on entend toutes sortes de choses autour de l'endométriose parce qu'il y a tout un aspect où ça atteint aussi la santé, pas juste physique, mais aussi le moral, la santé psychologique. Tu sais, des fois, on entend toutes sortes de choses qui se mélangent. Fait que moi, aujourd'hui, je viens vraiment clarifier tout ça, puis je vais essayer d'expliquer le plus simplement du monde, de façon la plus concise possible, pour que vous ayez une image. Donc, l'endométriose, c'est quoi? L'endométriose, c'est du tissu qui se retrouve dans le corps, mais qui n'a pas d'affaire là. Ce tissu-là, il ressemble à de l'endomètre, mais c'est pas de l'endomètre. C'est quoi de l'endomètre? C'est le tissu qui recouvre la paroi interne de l'utérus et qui crée les règles à chaque mois. Donc, dans votre corps, quand vous êtes atteint d'endométriose, vous avez des cellules qui ressemblent à de l'endomètre à l'extérieur de votre utérus. Et là, ces cellules-là, elles s'accumulent dans le corps, sur les organes, dans l'abdomen. Mais contrairement à l'endomètre qui est à l'intérieur de l'utérus, il n'y a pas d'issue à l'extérieur du corps. Donc, c'est des lésions qu'on appelle qui sont formées de cellules qui s'accumulent donc sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, dépendamment du degré du stade, ça peut se retrouver sur d'autres organes comme la vessie, l'intestin,
Dans des cas plus rares ou plus graves, plutôt au niveau respiratoire, au niveau thoracique, sur le diaphragme, sur les poumons. Et dans des cas très, très rares, on a découvert des cellules d'endométriose jusque dans le cerveau et le cœur. Évidemment, ça frappe l'imaginaire, ce n'est pas tous les cas qui sont comme ça. À la base, on a du tissu endométrial qui est à l'extérieur de l'utérus. Sauf que ce tissu-là, il réagit de la même façon, puis ça, Mélanie va pouvoir nous l'expliquer tantôt, et on a un beau cycle hormonal. Et ces cellules-là réagissent comme l'endomètre. Donc, avec les changements dans le cycle, les cellules réagissent, elles vont saigner dans le corps, mais elles n'ont pas d'issue. Donc, ça va s'accumuler, ça va irriter les organes. Puis, dépendamment où sont situées l'endométriose, les lésions, ben les douleurs vont aller avec. Et j'ajouterais par-dessus ça que c'est une maladie qui est complexe parce que souvent, les douleurs vont aller avec l'endroit où sont présents les lésions, les kystes, mais pas toujours. Puis des fois, ben, on est un cas très, très, très avancé d'endométriose. On n'a pas tant de symptômes que ça. Puis des fois, on a beaucoup de symptômes. Des fois, on a très peu d'endométriose dans le corps, mais on souffre 24/7. Donc, la maladie, elle est complexe. Elle n'atteint pas toutes les personnes de la même façon. Fait en plus d'être difficile à diagnostiquer, puis on y reviendra, ben ça affecte pas toutes les personnes de la même façon. Fait que c'est pas évident non plus pour le corps médical de dire bon ben c'est ça que tu as, parce que ça peut se présenter d'une façon ou d'une autre. Cela dit, puis on va finir là-dessus, on s'entend sur les symptômes généraux de l'endométriose. Ça va souvent débuter par des douleurs autour des règles, autour du cycle menstruel, parce que comme je l'ai dit tantôt, les lésions d'endométriose réagissent au cycle, donc il y a des douleurs liées au cycle. Mais ces douleurs-là vont s'étendre à un moment donné dans le cycle. On va avoir des douleurs autour de l'ovulation, puis à un moment donné, des douleurs à l'extérieur du cycle menstruel. Il y a beaucoup de personnes atteintes qui sont diagnostiquées d'un syndrome de l'intestin irritable. Donc, on va souvent, quand on est atteint d'endométriose, avoir des troubles digestifs. Souvent aussi, on peut voir certains liens avec le cycle. À certains moments du cycle, plus de diarrhée, à d'autres moments, plus de constipation, des ballonnements, le fameux endobélie dont on parle souvent, cette inflammation abdominale, on vient le ventre dur, ça nous fait mal. Des fois, ça dure quelques heures, quelques jours. Donc, beaucoup d'inflammation dans le corps. Souvent, la douleur va suivre au niveau des nerfs. On va avoir des personnes qui vont avoir beaucoup mal au sciatique. Ça va descendre, ça va irradier dans le dos, dans les jambes. Ce ne sont pas des douleurs, ben d'abord, la douleur, on va dire, c'est pas normal, mais ce ne sont pas des douleurs qui ne se soulagent que par un petit Tylenol à droite, à gauche. Ce sont des douleurs très intenses qui peuvent aller avec les années en empirant, en s'étendant. Et c'est pas à prendre à la légère. Le corps nous parle, il nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas si l'explication, elle est assez ramassée là, sur comment ça se passe dans le corps. Tout à fait. C'est pas une maladie qui est mortelle, mais c'est une maladie qui va avoir des impacts sur plusieurs organes et dans plusieurs sphères de la vie, comme je le disais tantôt, parce que ça ne devient pas juste physique. Si on a des douleurs aux relations sexuelles, on a des soucis dans nos relations intimes. Si on s'absente du travail, ça génère des problèmes au niveau professionnel. C'est une maladie qui a des ramifications dans plusieurs sphères de la vie de la personne atteinte. Ça m'amène à juste te poser la question que je n'avais pas vraiment prévu de poser, mais en fait, je me demande, pour toi, dans ton histoire, à quel moment as-tu découvert ou pu mettre le doigt sur l'endométriose? Ça a été quoi ton parcours personnel, si tu te sens à l'aise de le partager avec nous? Mais oui, avec plaisir. Donc, moi, j'ai 44 ans aujourd'hui. Premier symptôme à l'âge de 14 ans. Lors des toutes premières règles. Moi, c'est pas un cas rare. Il y a plusieurs, je vois des personnes hocher la tête, là. Donc, dès les premières règles, ça arrive. Hein. Premier cycle, première fois qu'on a nos menstruations, douleur terrible. J'étais avec ma grand-maman. Qu'est-ce qui se passe? Diagnostic à 25. Donc, 11 ans d'errance, 11 ans de test. Puis là, moi, j'ai 44 ans aujourd'hui. Fait qu'à l'époque, c'était 7 à 11 ans le délai de diagnostic. On est au Canada à peu près à 5 ans aujourd'hui. Mais c'est encore très long pour toutes sortes de raisons. Donc, moi, ça a pris... Fait évidemment, ces 11 années-là d'errance où tous mes tests étaient normaux. Hein? L'endométriose, on ne le voit pas dans la prise de sang, on ne le voit pas nécessairement dans toutes les radiologies, dans tous les tests radiologiques. Donc, on ne voyait pas ce qui se passait, mais quand on m'a finalement opérée à 25 ans, j'étais un stade 4, donc j'en avais partout. J'en avais beaucoup. Là. Mes organes étaient soudés dans l'endométriose. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a 15 ans d'errance pour moi. Alors, c'est sûr que
ces années-là ont des effets non seulement physiques. Moi, l'infertilité que j'ai vécue, elle n'est pas liée à l'endo, elle est liée aux années d'errance médicale et au délai de diagnostic. C'est souvent ça, c'est pas l'endométriose, c'est les conséquences. Donc, c'est une histoire qui est triste, et en même temps, c'est une histoire qui est très, très, très typique des personnes atteintes d'endométriose. Donc, c'est sûr que rendu à 25 ans, j'étais non seulement physiquement épuisée, mais j'étais psychologiquement aussi brûlée parce qu'on se dit à un moment donné, coudonc, j'ai rien, mais je souffre, donc c'est dans ma tête. C'est moi qui invente ça, là. Puis c'est sûr qu'avec les années et le stress qui augmente, on devient de plus en plus sensible à cette douleur-là. La douleur, elle existe, mais notre niveau de sensibilité, là, il augmente. Puis on le sait quand on... Vous savez, quand je fais juste vous faire ça, là, comme ça, puis je vous lâche pas là, pendant une couple de jours, à un moment donné, vous allez dire, OK, Marie-Josée, lâche-moi, là, tu sais. Fait que c'est pas nécessaire. Fait que quand on vit de la douleur, puis qu'on ajoute à ça beaucoup, beaucoup de temps qui passe, bien, on se fragilise, puis on peut arriver à des phénomènes qui s'expliquent médicalement, comme de la catastrophisation, qui appelle, mais après 11 ans de douleur, moi, quand je me faisais dire après 11 ans d'errance, t'es anxieuse, Marie-Josée, c'est pour ça que tu as mal au ventre. Je disais, non, 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 je suis anxieuse parce que ça fait 10 ans que j'ai mal au ventre. J'ai pas mal au ventre parce que je suis anxieuse, mais tu sais, tout ça, à un moment donné, ça s'entremêle, puis c'est pas évident de faire la différence entre les conséquences de la maladie puis les symptômes. Puis Ouais. faut être bien entouré pour démêler ça puis trouver des solutions pour mieux aller après. Ah oui, tout à fait. Puis, dans ce... Tu sais, tantôt, on parlait d'1 femme sur 10, puis tu m'as corrigé en disant, en fait, réellement, on parle plus de 20 de la population. Selon toi, pourquoi on a cette méconnaissance-là, puis cette errance médicale-là que tu as vécue pendant les 10 ans? Pourquoi? Bien, il y a différentes choses qui expliquent ça. D'abord, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, moi, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à vouloir faire de la sensibilisation, il n'y en avait pas de sensibilisation. Donc, déjà, de ne pas avoir accès à l'information, ça ne nous aidait pas. De même pas savoir que ça existe. Donc, déjà qu'on sache que ça existe, qu'on entende le mot, qu'on puisse avoir accès à de l'information de qualité, déjà là, on avance, mais ça, c'est un gros problème parce qu'on ne trouvait pas d'informations. Et ensuite, trouver des professionnels qui s'y connaissent. On s'est annoncé une belle grande nouvelle au début avec le CUSUM et son centre spécialisé, mais on est en 2023, puis c'est le premier au Québec. Il y en a quelques-uns au Canada, quelques-uns dans le monde. Donc, à même, c'est une offre de services uniforme. Tu sais, si vous êtes atteint, peut-être dans vos familles, vous avez des gens qui sont atteints de diabète, de maladies respiratoires, de maladies cardiaques. Il y a toutes sortes de programmes qui existent dans le réseau public de la santé pour entourer ces gens-là, leur donner des outils, leur permettre de, oui, être suivis dans le réseau de la santé par des professionnels, mais aussi par des professionnels de médecine alternative, d'intégrer une approche là, très proactive au quotidien pour mais ça n'existe pas pour l'endométriose. En fait, moi, je dis souvent que les maladies typiquement féminines, ils ont moins d'intérêt que la santé mentale, puis vous le savez à quel point la santé mentale, c'est pas nécessairement là où il y a le plus de ressources, tu sais, fait que c'est une maladie qui est complexe quand on regarde du côté des gynécologues. C'est comme une surspécialité. Donc, les gynécologues vont devenir gynécologues obstétriciens. Ils vont choisir un secteur comme l'oncologie. Ils vont choisir l'obstétrique pour accompagner des femmes qui accouchent. Mais ils ne choisiront pas nécessairement d'aller se surspécialiser en endométriose où il n'y a pas tant d'argent qui est investi. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Mais il y a aussi du côté des femmes, je terminerai avec ça, des personnes atteintes. Moi, ça m'attriste de savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui attendent longtemps avant d'en parler. Puis ça aussi, ça joue sur le délai de diagnostic. Puis ça, on a un pouvoir là-dessus. Puis moi, si j'ai un message ce soir, c'est libérer la parole, parler à quelqu'un de confiance. C'est le premier pas vers une reprise de pouvoir. C'est le premier pas vers créer une distance entre vous et la maladie parce que c'est une maladie qui peut avoir beaucoup de conséquences. Puis à un moment donné, on ne sait plus par où prendre la situation. C'est comme si tout est impacté. Marie-Rose Gallet, en France, elle disait ça, c'est comme un effet domino. Mais là, si tu veux ramener tous tes dominos, tu ne peux pas juste donner un petit coup puis il y a une solution unique. Il faut que tu prennes le temps d'aller dans chaque secteur de ta vie. Puis fait que, tu sais, c'est multidimensionnel. C'est sûr que la recherche avance pas assez vite. Il y a pas une offre de service qui est uniforme, mais il y a aussi des personnes qui souffrent en silence.
qui n'en parlent pas, soit parce qu'elles n'ont pas eu la chance de trouver une oreille attentive, elles ne savent pas où se diriger, ou dans leur famille, c'est très, très tabou d'en parler. Donc, il y a toutes sortes de raisons, mais je pense que ce soir, c'est vraiment un bel exemple de comment on peut débuter une reprise de pouvoir sur sa santé là, en s'informant, puis ensuite, je l'espère, en parlant, puis en s'ouvrant sur nos histoires, parce qu'on peut tous influencer des gens autour de nous par le partage de notre histoire personnelle. C'est très puissant. Tout à fait. Je résonne beaucoup avec ça, puis merci d'avoir partagé ton histoire aussi personnelle, parce que, tu sais, dans le fond, tu sais, tout vient de ça, puis tu as créé aussi Endométriose Québec, l'association, donc merci aussi de continuer, tu sais, d'amener ça justement sur la sphère publique pour qu'on en parle plus. Wow! Puis avant je me demande, est-ce que, Mélanie, tu aurais quelque chose à rajouter sur l'endométriose en général, sur toi, comment, avec peut-être tes clientes, les gens autour de toi, si tu as quelque chose à rajouter sur l'endométriose, comment ça se ressent? Oui, ben écoute, tout d'abord, allô tout le monde. Et j'ai vraiment envie de commencer en rebondissant sur ce que Marie-Josée vient de dire par rapport au fait que les femmes souffrent en silence. Puis je pense qu'il y a vraiment un problème sociétal. C'est vraiment quelque chose de très systémique. C'est comme si on s'était habitués, nous les femmes, que c'était normal de souffrir de nos menstruations, que c'était normal d'avoir des règles abondantes, que c'était normal d'avoir des symptômes prémenstruels qui nous handicapent la vie, alors que finalement, dans des règles saines, dans un cycle menstruel ovulatoire sain, il n'y a rien de tout ça qui est normal. Puis je pense que d'ores et déjà, de commencer par réaliser que de souffrir d'être une femme, ce n'est pas normal, mais ça peut déjà lever un red flag sur est-ce que moi, ce que je vis, c'est dans les barèmes d'une nature cyclique qui est saine finalement. Donc, c'est peut-être la première petite chose que j'avais envie d'ajouter. L'autre petite chose, c'est que, puis là, je vais faire probablement de la déformation professionnelle parce que je travaille surtout en santé hormonale, mais je trouve ça super important de mentionner que l'endométriose, ce n'est pas une maladie hormonale, c'est une maladie gynécologique, mais on pense souvent à tort que c'est une maladie hormonale parce que c'est une maladie qui est hormonodépendante, donc qui va fluctuer avec, entre autres, les fluctuations d'estrogène, et de progestérone, évidemment, qui va fluctuer avec les fluctuations hormonales tout au long du cycle menstruel, du cycle ovulatoire, mais à la base, c'est une maladie inflammatoire et bien qu'on ne sache pas encore exactement quelle est la source de cette maladie-là, on sait qu'il y a une grande composante inflammatoire, on sait qu'il y a une grande composante qui est liée à un fonctionnement déficitaire du système immunitaire. On sait maintenant, puis il y a des études récentes qui sont sorties là-dessus, qu'il y avait un lien aussi avec la qualité du microbiome intestinal, donc des bactéries, des bonnes bactéries qui habitent dans notre intestin. Et ça, c'est super important parce que ça va avoir vraiment un impact sur la façon dont on va reprendre notre pouvoir, encore une fois, pour rebondir sur les propos de Marie-Josée. Donc, je n'irai pas plus loin pour l'instant, mais de garder en tête que c'est pas parce qu'on traite, entre guillemets, souvent cette condition-là avec des hormones synthétiques, avec la pilule contraceptive, avec toutes sortes de substances qui nous mettent, par exemple, en ménopause artificielle, que c'est une maladie hormonale. À la base, c'est inflammatoire et c'est vraiment notre première piste de solution quand on veut prendre soin de cette condition-là. Et peut-être ajouter aussi que c'est une maladie qui, bien qu'on sache qu'elle va vraiment progresser puis s'aggraver avec le temps, parce que plus il y a de l'inflammation chronique qui va se développer dans le corps, plus il va y avoir des tissus cicatriciels, plus il va y avoir des adhérences. On sait par contre aussi que c'est une maladie qui est dynamique. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte parce qu'on sait maintenant que si on prend bien soin de son mode de vie, et on va en reparler, j'imagine, dans les prochaines questions, mais
c'est une maladie qui peut évoluer. Donc, il y a des phases qui vont être de progression, mais il y a aussi des phases de régression. Il y a des changements, il y a du mouvement qui peut s'installer au niveau des lieux, des lésions, des adhérences. Mais cela dit, en sachant que c'est une maladie dynamique, ça donne encore plus d'espoir parce qu'on sait que ce qu'on fait dans le quotidien, dans notre mode de vie, peut avoir un impact positif sur la maladie. Donc, voilà. Ben, merci, c'est une magnifique porte pour ma troisième question, justement, qui est quels sont les traitements? Est-ce que ça se guérit? Puis justement, d'embarquer dans les traitements, puis qu'est-ce qu'on a comme prise de pouvoir par rapport à cette condition? Est-ce que tu veux que j'aille, Mélanie, avec les... Parfait. Au niveau de je vais y aller avec la médecine occidentale. Donc, juste pour débuter, qu'est-ce qui est disponible si vous allez voir un gynécologue, évidemment, on va dire qu'on va vous proposer plusieurs pistes de solutions vers le mieux-être tout à l'heure, mais c'est sûr que moi, je vais toujours prôner, si vous avez des symptômes qui vous empêchent de fonctionner, il faut que vous trouviez un médecin qui s'y connaît. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours évident de trouver un médecin qui s'y connaît. Endométriose, on s'est donné ce mandat-là, entre autres, de créer une liste tranquillement. Un jour, on aura peut-être un gros bottin, mais là, on a une petite liste pour des médecins à travers le Québec, mais aussi d'autres types de professionnels de la santé. Donc, très important d'avoir un suivi. Qu'est-ce qu'on va vous offrir du côté de la gynécologie, de la médecine occidentale? C'est sûr qu'on va tenter de soulager les symptômes. Donc, si vous avez de la douleur, ils vont vous offrir des traitements anti-inflammatoires. On parlait de l'inflammation, donc ils vont offrir de la médication pour réduire l'inflammation. S'il y a des situations de crise, de grande douleur, il peut y avoir aussi de la médication là, pour diminuer la douleur, mais ça reste temporaire. Comme le disait tout à l'heure Mélanie, il y a des traitements hormonaux qui vont être offerts. Il faut vraiment bien comprendre que non, l'endométriose, il n'existe pas de traitement en 2023 qui guérit l'endométriose. Et les traitements hormonaux qui sont offerts par la médecine occidentale, ça vise à diminuer les symptômes, diminuer les saignements, diminuer la prolifération des cellules, mais ça ne vient pas agir sur l'endo, ça agit sur les symptômes. Donc, c'est toujours ça l'idée. Alors, c'est sûr qu'il y en existe plusieurs, mais ne sont pas non plus sans conséquences et sans effets secondaires. Donc, c'est super important de bien s'informer sur quels sont ces traitements-là si vous choisissez cette voie-là avec votre professionnel de la santé. Et quels sont puis vous pouvez parler aux pharmaciens aussi. Puis si vous avez des fois, on va avoir une prise en charge par un médecin, mais on peut mettre des choses en parallèle en place aussi là, pour t'aider. Donc, du côté des traitements, c'est au niveau de la médication et les chirurgies qui sont offertes, il y a 2 types de chirurgie. Évidemment, il faut que les chirurgiens la connaissent. Mais la plus efficace à ce jour, bien, selon le type d'endométriose, quand on a une endométriose qui est très profonde, qui rentre dans les tissus, ça va s'appeler une chirurgie d'excision. Donc, le médecin va aller chercher toutes les cellules endométriales, un peu comme quand quelqu'un a un cancer et on veut s'assurer d'enlever les cellules. C'est pas un cancer, là, l'endométriose, mais ça se comporte un peu comme. Donc, on va aller chercher les cellules pour les enlever. Maintenant, comme le disait Mélanie, c'est une maladie qui est hormonodépendante. Donc, c'est pas parce qu'on enlève des cellules endométriales par chirurgie qu'elles vont pas revenir un jour. Peut-être que c'est une maladie qui va se changer. Donc, on peut avoir des périodes de... Moi, ça a été mon cas. J'ai eu des périodes de rémission après 2 chirurgies importantes qui sont venues me libérer de masques de lésions qui s'étaient formées là, au niveau de mes organes et qui changeaient le mouvement de mes organes internes. Donc, ça a été important. Cela dit, sans mettre en place tout ce que j'ai mis en place dans les dernières années à la suite de ces chirurgies-là, en prévention, puis en voulant vraiment mettre des actions au quotidien pour diminuer l'inflammation dont on parlait tantôt, puis aller vraiment agir sur des symptômes, puis sur mon niveau de stress, par exemple, et tout ça, c'est sûr que j'irais pas aussi bien aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 ans là, que je dirais que je suis en rémission. Une des chirurgies dont j'ai bénéficié m'a beaucoup aidé, mais il n'y a pas eu seulement ça. Donc, au niveau des traitements, c'est comme faut voir la différence entre ce qui est offert par la médecine, qui peut nous aider, qu'on comprenne bien jusqu'où ça peut aller, mais il y a tout un tas au niveau de l'approche intégrative de la santé, un tas de solutions qu'on peut mettre en place pour réduire considérablement les symptômes. Tout ça, Mélanie, elle pourrait nous en parler pendant des heures. D'ailleurs, elle m'a appris beaucoup,
Mélanie, c'est vraiment grâce à elle que j'ai mis, entre autres, en place la yoga thérapie dans ma vie, mais juste une petite parenthèse, OK? Juste une décision que j'ai prise grâce à Mélanie et ses enseignements il y a quelques années, c'est de prendre le temps tous les jours de faire le calme en moi, mais vraiment de prendre rendez-vous avec moi tous les jours pour me calmer, pour respirer profondément, pour revenir à moi dans le brouhaha du quotidien. Ce petit changement-là que j'ai orchestré dans ma vie grâce à Mélanie a eu, avec les mois et les années, un effet incroyable sur ma santé. Fait que moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, on vous donne plein d'infos, là, mais le pouvoir des petites actions cumulées, là, c'est live, c'est un game changer incroyable. Fait que prenez pas, essayez pas tout prendre, là, mais si vous gardez juste ça, là, ça va être un changement important pour le futur. Wow. Yes, merci. Merci de nommer ça parce que je pense que pour plusieurs d'entre nous, quand on a une condition X, de la douleur, on se tourne vers le gynéco ou le médecin. Puis il y a toute une approche comme tu nous as exposé. Donc, OK, hormonothérapie, donc il va nous dire prends la pilule ou on va te mettre en ménopause, on va donner des anti-inflammatoires, il y a des chirurgies. Donc, tout ça, c'est comme l'approche médicale. Puis en même temps, c'est comme s'il y a tout le reste qui vient donner finalement la pérennité au traitement, puis faire que finalement, il y a vraiment une vraie rémission, un vrai relief. Fait que je trouve ça le fun que ce soir, on puisse justement donner tout l'éventail des possibilités de ça. Fait que merci. Merci pour cette opportunité-là. C'est exactement pour ça qu'on est là. Je trouve ça. Parce que c'est ça, l'endométriose, souvent, moi, c'est comme des couches. Il y a la maladie et ses conséquences et ses symptômes, mais là, il y a l'anxiété qui vient avec, voyons, qu'est-ce que j'ai, comment ça se fait, puis le jugement qu'on vit, puis une espèce de culpabilité que, bon, je sais pas pourquoi qu'on en revient à ça souvent, même si on travaille bien fort, qu'on se sent coupable de faire qu'ils nous reviennent pas, mais ça, on est bon. Fait que là, on rajoute, tant qu'à y être, on en rajoute une couche de l'intérieur, puis là, on se tape sa tête, puis c'est bon pour la santé, ça aide le système nerveux, tu sais, mais tout ça, là, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on devient comme une boule de stress, le fameux cercle de la douleur, c'est ça, hein, le cercle vicieux de la douleur, là, à un moment donné, c'est on a mal, on dort pas bien, notre anxiété augmente, nos relations sociales sont plus difficiles, puis plus le stress augmente, moins on dort bien, plus on a mal, parce qu'on on est fragilisé là, à cause de toutes ces couches qui se sont rajoutées. Fait que c'est ces couches-là qu'on peut adresser, c'est un anglicisme, mais par toutes les belles approches qu'on va apprendre aujourd'hui. Yes, merci. Mélanie, as-tu envie de nous partager quels sont les traitements, comment est-ce que ça se guérit, quels sont les traitements possibles? Oui, bien, en fait, peut-être juste revenir sur ce que Marie-Josée disait, en ce sens que malheureusement, on n'a pas de traitement qui guérit la maladie, mais on a vraiment des approches qui peuvent nous aider à mieux vivre et même à bien vivre avec la maladie. Puis pour vrai, des success stories, j'en ai plein dans ma pratique, là, des femmes qui souffrent d'endométriose, qui ont choisi de se choisir et qui ont mis des petites choses en place, puis ces petites choses-là étant cumulées font des grands miracles. Donc, c'est possible de bien vivre avec la maladie. Puis j'ai aussi envie de revenir sur le fait qu'un n'empêche pas l'autre. Hein? Puis c'est important de savoir que oui, la médecine allopathique peut nous supporter d'une certaine façon par des chirurgies, par de l'hormonothérapie, par différents traitements et qu'à certains moments dans notre vie, ça va peut-être même être nécessaire d'aller vers ça pour se soulager, pour se sortir la tête de l'eau, puis être capable de faire autre chose au niveau alimentation, au niveau gestion du stress, au niveau yoga thérapie, au niveau respiration, au niveau plante médicinale, peu importe. Donc, un n'empêche absolument pas l'autre. Et il y a plein de femmes avec lesquelles je travaille qui ont pris des traitements à certains moments. Il y en a qui en prennent encore. Il y en a qui ont commencé à faire des changements en amont pendant qu'elles étaient sous hormonothérapie pour éventuellement essayer de cesser cette hormonothérapie-là. Donc, il y a plein de scénarios possibles. Il n'y a pas un seul scénario, puis c'est pas tout noir, tout blanc. C'est pas je suis en médecine allopathique ou en médecine intégrative. Donc, tout ça
peut et doit, à mon avis, cohabiter. Puis c'est de cette façon-là, finalement, qu'on s'en sort le mieux puis qu'on vit le mieux avec la maladie. Parmi les approches qu'on aborde en fait en médecine intégrative, en médecine intégrative, premièrement, c'est important de mentionner qu'on va vraiment voir l'humain comme un tout. Donc, au lieu d'être dans des petits silos, puis de voir, par exemple, l'endométriose comme une condition gynécologique, voir l'inflammation comme une autre affaire, voir les problèmes digestifs de façon uniquement gastro-intestinale, on va vraiment prendre l'humain dans sa globalité, incluant sa condition physique, mais aussi sa condition psychologique, sa condition émotionnelle, ses conditions professionnelles, sociales, un peu comme Marie-Josée le mentionnait tantôt. Et une des premières choses pour moi qui a vraiment le pouvoir de changer la vie, puis celles qui m'ont déjà entendu sur d'autres plateformes vont peut-être trouver que je radote, mais pour moi, c'est tellement la base. C'est vraiment d'ores et déjà de reconnaître que nous, les femmes ou les personnes vivant dans un corps biologiquement féminin, on a une nature cyclique qui s'échelonne sur différentes semaines, sur plusieurs semaines, et que cette nature cyclique-là va être composée de fluctuations hormonales et que la maladie va fluctuer avec ces fluctuations hormonales-là. Donc, d'ores et déjà, de reconnaître que OK, dans mon cycle qui dure 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, tout dépendant, puis là, ici, j'utilise des paramètres d'un cycle sain, on va parler de 21 à 35 jours. Il y a des fluctuations et il y a des moments dans mon cycle où je vais être plus apte à faire certaines choses parce que mes hormones vont me donner cette énergie-là. Versus, il y a des saisons de mon cycle et pour ne pas les nommer, la phase prémenstruelle et menstruelle, sans grande surprise, c'est des saisons où on veut vraiment honorer le besoin d'être un peu plus à l'intérieur de soi et où on veut se nourrir et où on veut prendre soin de soi par des auto-soins, par peut-être des meilleurs moments, des plus longs moments de respiration, des plus longs moments d'étirement, de posture d'ouverture, de yoga thérapie, et que de vivre en honorant cette nature cyclique-là et les besoins de nos hormones, ça peut faire une énorme différence. Donc, ça, c'est une des premières choses. Ensuite, il y a évidemment, comme Marie-Josée l'a mentionné, tout ce qui est gestion du stress et de l'anxiété, parce qu'on sait que de mieux gérer notre stress et notre anxiété, ça nous permet de diminuer les signaux de douleur, donc de mieux vivre avec la douleur, mais on sait aussi que le stress, c'est un des plus grands perturbateurs endocriniens. Et qui dit perturbateur endocrinien, puis là, on parle d'un perturbateur interne, parce que le stress, on le vit à l'intérieur de soi, dit augmentation de l'inflammation. Donc, en sachant que c'est une maladie inflammatoire, plus on va apaiser le stress, plus on va apaiser l'anxiété, plus en parallèle, on va aussi essayer de reconnaître dans notre environnement quels sont les perturbateurs endocriniens, essayer avec bienveillance, de façon progressive, de diminuer notre exposition à ces perturbateurs endocriniens-là, c'est une autre avenue qui est extrêmement importante. Et il y a toute la sphère de l'alimentation qui est assurément notre première médecine. Hein? Hippocrate l'a dit il y a des centaines d'années, puis c'est fascinant de voir à quel point on revient à ça. Donc, l'alimentation qui est notre première médecine, qui a vraiment le pouvoir de faire toute une différence et qui peut faire une différence rapidement aussi sur les ressentis des symptômes. Et là, il y a des études qui sont apparues qui nous ont démontré que pour voir vraiment des changements au niveau des lésions d'endométriose, donc des adhérences et tout, ça pouvait prendre entre 6 et 12 mois de modification de son alimentation, mais rapidement, puis je le vois chez des personnes là, aussi peu qu'un cycle menstruel, elles vont avoir des diminutions importantes de symptômes, de saignements, simplement parce qu'elles ont ajouté, modifié, substitué des choses dans leur alimentation. Donc,
ne jamais sous-estimer le pouvoir de cette première médecine. Puis en fait, les aliments, c'est notre carburant, hein. Si on met du diesel dans une auto électrique, ça ne marchera pas. Mais c'est la même chose. Si on se nourrit d'aliments qui ne sont pas optimaux pour nos systèmes, des aliments qui sont transformés, des aliments qui sont pauvres en vitamines, en minéraux, des aliments qui sont inflammatoires, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre santé et sur notre endométriose. Donc là, j'ai l'impression de savoir comme tout pitché ça, mais on pourra décortiquer si c'est ce qu'on souhaite faire, en fait. Oui, bien, tout à fait. C'est exactement là où j'aimerais nous amener. Puis juste, je prenais des petites notes quand tu parlais, dans le fond, tu sais, les 3 piliers que tu as mentionnés. D'abord, tu sais, honorer, reconnaître notre nature cyclique. Donc, commencer à s'intéresser à comment se vit mon cycle à l'intérieur de moi. C'est-tu 4 semaines? C'est quoi? C'est quand est-ce que j'ovule? Qu'est-ce qui se passe hormonalement dans mon corps? De commencer à le reconnaître et surtout de l'honorer, comme tu disais. Donc, de se permettre ces moments-là plus d'introspection dans les cycles prémenstruels, menstruation. Tu as parlé de gestion du stress. Donc, c'est quelque chose qu'on sait que pour l'endométriose ou pour toutes les sphères de notre vie, c'est la meilleure chose parce que ça peut diminuer l'inflammation et ça a un lien avec nos hormones. Et la troisième chose que tu as mentionnée, c'est effectivement l'alimentation. Donc, les 3 piliers. Puis oui, j'aimerais ça qu'on va rentrer justement dans la portion un petit peu plus, là, trucs, astuces, des choses qu'on peut mettre en place de façon que les gens qui nous écoutent là, maintenant, déjà dès demain, puissent commencer à mettre en place ces trucs-là. Mais je trouve ça vraiment bien qu'on ait dépeint le portrait de OK, on a compris le portrait de la chose. Maintenant, comment concrètement on peut les appliquer? Donc, peut-être, si tu as envie, Marie-Josée, je sais que tu prends donc une approche qui est intégrative de la santé. Donc, comme disait Mélanie, ça va main dans la main avec autant la médecine traditionnelle qu'intégrative. Donc, peux-tu nous partager, toi, tes trucs, les trucs qui t'ont aidé ou ceux que tu as vus qui ont aidé les autres autour de toi? En fait, oui, avec plaisir. Je pense que je vais vous partager mon truc préféré. Si certaines personnes m'ont entendu dans le passé, moi aussi, c'est peut-être quelque chose que je répète souvent, mais je vais le répéter toute ma vie parce que c'est ça qui m'a aidé le plus. Puis ça, je rebondis sur les propos de Mélanie par rapport à ces 3 beaux piliers-là. Là, vous vous dites peut-être, OK, mais là, par où je prends la situation? Parce que je me mets, dépendamment où est-ce qu'on en est dans notre cheminement par rapport à la maladie, comment on vit notre endométriose, vous vivez beaucoup de crises de douleur, vous êtes dans l'appréhension de la prochaine crise, c'est comme, mon Dieu, par où je prends ça, puis qu'est-ce que je change en premier, puis qu'est-ce que j'arrête de manger, puis c'est quoi qui est anti-inflammatoire? Là, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. L'important, c'est d'apprendre à vous connaître, vous. Fait que allez pas, bon, vous pouvez toujours aller acheter mon livre si vous voulez le lire. Allez pas acheter 50 livres, allez pas, plongez pas dans l'alimentation anti-inflammatoire militaire, pas ça l'idée, là. Le meilleur truc que je puisse vous donner, c'est aller à la rencontre de vous-même. Il y a autant de cas d'endométriose, de symptômes d'endométriose que de personnes atteintes. Vous le vivez comment dans votre vie? Pour apprendre ça, je vous propose de tenir un journal de bord, tout simplement. Mais ce journal de bord-là, il est tellement précieux parce que, bon, premièrement, quand on veut appliquer des changements dans sa vie, si on veut garder notre tête et notre morale, on ne commencera pas à tout appliquer les changements en même temps. On ne saura même pas qu'est-ce qu'il y a de l'impact positif, négatif. Puis, ce qui est inflammatoire pour votre meilleure amie atteinte d'endo, ou c'est peut-être même pas inflammatoire pour vous. Oui, il y a des choses, on le sait, là, les aliments transformés, il y a des choses sur lesquelles on s'entend, c'est pas bon pour la santé, ça, à long terme, ça vous aidera pas de manger ça, mais ça sert à rien de se mettre, par exemple, à couper. Vous allez peut-être vous rendre compte en tenant un journal de bord qu'il y a certaines choses que vous avez plus de difficultés à digérer, vous, personnellement. Donc, ça augmente, par exemple, l'inflammation quand vous mangez ça. Ou, donc, ce journal-là, ça vous permet de faire des liens non seulement entre ce que vous mangez, mais aussi le fameux cycle hormonal que Mélanie vous présentait, ces 4 phases. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en apprenant sur les 4 phases et comment vous les vivez, ces 4 phases-là, bien, au lieu de subir votre cycle à tous les mois, vous allez apprendre à vivre plus en harmonie avec votre cycle un mois après l'autre. Ça, déjà, c'est comme un gros game changer. Moi, à un moment donné, mon cycle, là, Mélanie, elle en parlait, je l'avais dessiné, les 4 phases, puis je l'avais mis sur le frigo.
pour que mon mari le voie et qu'il soit comme au courant qu'il y a des moments où c'est une meilleure idée de me parler de certaines choses. Il y en a d'autres que ça se peut qu'il y ait une petite surprise dans mes réactions parce que je suis davantage à certains moments du mois dans ma bulle, j'ai besoin d'être en phase prémenstruelle, par exemple, c'est peut-être pas le meilleur temps pour reparler du budget familial. Je fais des exemples, des caricatures, mais on arrête de subir ce qu'on vit, on arrête d'être interpellé, d'être pris par surprise par les variations de notre cycle. On les voit davantage arriver, puis on pose des gestes pour venir vivre en harmonie avec ces phases-là plutôt que d'être pris par la vague de notre cycle. Et donc, on reprend notre poids tranquillement. On peut aussi faire des liens avec des événements de la vie. On parlait de gestion du stress tout à l'heure. Moi-même, à un moment donné, à force de tenir mon journal de bord en fonction de mes engagements professionnels, ben, je prenais des décisions. J'irai peut-être pas faire une présentation comme je fais aujourd'hui, si j'ai le choix, en plein SPM, parce que c'est souvent une période où moi, je cherche beaucoup mes mots, j'ai de la misère à mettre mes idées en place, fait que c'est peut-être pas la période la plus... Donc, c'est toujours des petites choses comme ça qu'on peut faire pour aider à soutenir notre cycle au quotidien. Faire des liens, puis après ça, en faisant des liens, d'abord, on apprend à se connaître, on est capable d'agir sur des choses, par exemple au niveau de l'alimentation ou au niveau de l'activité de mouvement qu'on va intégrer dans notre vie. Mais ça nous permet de documenter ça, puis je finirai en vous disant que c'est un outil exceptionnel quand on va à la rencontre de professionnels de santé. Après, parce qu'on arrive, puis on connaît notre corps, on est l'experte de notre corps, on est l'experte de notre vie, et puis on est capable de communiquer mieux ce qui se passe parce qu'on a pris le temps de l'étudier puis de le comprendre. Donc, ça vient vraiment aider au niveau des relations avec les professionnels qui nous entourent aussi, c'est certain. Puis, dans ce journal de bord-là, qu'est-ce que, exemple, moi, demain matin, je commence mon journal de bord, c'est quoi les choses que tu notes? Est-ce que c'est ce que tu as mangé? Plus concrètement, qu'est-ce que tu mettrais dans ce journal-là? Mais moi, je pense que tout ce qui est relié au cycle du sommeil, ça peut être super intéressant parce qu'à la base, si on veut, puis tu me compléteras, Mélanie, évidemment, là, puis je veux pas, parce qu'on a chacun nos spécialités, puis je veux pas dire de menterie, mais je pense que le sommeil et le repos est un élément très important, puis ça peut justement, on peut peut-être se rendre compte qu'on n'a pas nécessairement le cycle de sommeil le plus optimal, donc l'heure du lever, l'heure du coucher, oui, mais où on en est dans notre cycle, donc c'est ça, comme disait Mélanie, sur 3 à 5 semaines, entre 21 et 30 quelques jours, on est rendu à quel jour? On peut parler des symptômes. Si on est atteint d'endométriose ou qu'on soupçonne, écrire nos symptômes. Aujourd'hui, c'est quoi mon niveau d'énergie? Est-ce que j'ai des douleurs? Comment je me sens? On peut se faire là, des 3-4 points de forme là, de façon, sensation globale, là, je me sens énergique aujourd'hui, ou mon Dieu, ça me brûle à droite, donc je suis en ovulation. Donc, de vraiment aller indiquer comment on se sent, notre état général. Oui, ce qu'on a mangé, si on veut commencer à faire des liens, puis à peut-être identifier qu'est-ce qui fait qu'on est donc enflé des fois, puis qu'on ne l'est pas d'autres fois. Donc, sommeil, alimentation, cycle menstruel. Et moi, j'irais même jusqu'à, parce que moi, je m'en sers un peu comme un journal intime, donc c'est sûr que je note mes émotions aussi. Donc, c'est sûr que si je suis dans une période plus difficile, ma perception de la douleur, elle risque d'augmenter si j'ai des douleurs à ce moment-là, parce que mon corps est plus stressé, mon mindset aussi, là, je suis pas nécessairement aussi centrée. Fait que ça, c'est moi, c'est un peu comme un journal de bord / journal intime, puis ça me donne un portrait de mes journées. Mais vous pouvez y aller avec des... Ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez faire aller votre créativité, vous pouvez y aller avec des symboles, des couleurs, ou vous mettre quelques symptômes que vous souhaitez observer parce que vous êtes en cheminement avec un professionnel qui vous a dit à mon prochain rendez-vous, j'aimerais ça avoir une idée sur un cycle de 2-3 mois de tes symptômes. Alors, ça permet de documenter ça, bien sûr. Super. Moi, un de mes trucs, puis si ça peut en aider certaines, puis j'essaie d'y aller avec des points de forme la plupart du temps parce que, bon, j'essaie de...
c'est ça, j'y vais plus straight to the point. J'y vais vraiment avec comment je me sens dans mes corps, donc dans mon corps physique, mais aussi dans mon corps mental, dans mon corps émotionnel, dans mon corps énergétique, dans mon corps spirituel. Puis là, je me mets vraiment des petits points de forme. Puis, OK, au niveau énergétique, ça ressemble à ça. Dans mon corps physique, OK, je me sens bien là, mais j'ai mal là. Dans mon corps mental, OK, brain fog, j'ai l'esprit un peu embrouillé. Puis d'y aller aussi de façon plus concise, puis peut-être même en utilisant ce qu'on appelle une roue des lunes. Puis ça, vous pouvez en télécharger. Je pense qu'il y en a comme plein de modèles sur Internet. Ça permet de voir vraiment dans un beau cycle, une belle roue. Puis sur 3-4 mois, généralement, on est vraiment capable de voir des tendances dans notre cycle. Puis c'est là où ça devient intéressant. Donc, c'est pas obligé de vous prendre des heures. C'est sûr que la formule journal intime, journal de bord est super intéressante, mais empêchez-vous pas de le faire si vous n'avez pas beaucoup de temps. Aussi, l'idée d'écrire longtemps, c'est comme « Ah, ça me tente pas tant ». Donc, juste d'avoir votre petite roue des lunes sur la table de chevet avec un crayon, vous prenez 2 minutes avant de vous coucher. Comment je me sens dans mes corps? Puis généralement, au bout de 3-4 cycles, on voit des belles tendances. Puis c'est là où justement, ça devient super empuissançant parce qu'on est capable de dire, OK, dans cette phase-là de mon cycle, moi, j'ai vraiment pas le goût de voir personne. Fait que je me sédule plus de présentation, je me sédule plus de souper au restaurant avec des amis. Par contre, je sais que dans cette autre saison-là de mon cycle, OK, là, j'ai de l'énergie, je suis créative, j'ai le goût de voir du monde. Donc, ça nous permet vraiment d'honorer notre nature cyclique puis d'être dans notre plein pouvoir. Puis là, on le ramène à notre condition hormonale plus globale, mais si on veut le relier à l'endométriose, ça peut nous permettre aussi de voir, OK, dans quelle saison de mon cycle, dans quelle phase de mon cycle j'ai des douleurs, dans quelle phase de mon cycle mon abdomen gonfle, dans quelle phase de mon cycle il arrive telle ou telle chose. Puis ça aussi, ça nous permet peut-être de faire des liens justement avec les fluctuations hormonales, de faire des liens avec plein de choses. Donc c'est un outil effectivement qui est super puissant. Puis même en santé hormonale, en santé globale, c'est un de mes outils préférés aussi, là, de loin, parce que ça nous connecte avec comment on fonctionne, nous, avec qui on est, nous, puis se connaître, ben, c'est notre plus grand pouvoir, c'est vraiment notre super pouvoir. Donc, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Magnifique. Ça me fait juste voir aussi à quel point, en fait, cet outil-là du journal de bord, c'est un outil qui, non seulement pour l'endométriose, mais pour tellement, je l'ai entendu dans plein de sphères, justement, à quel point c'est vraiment un outil puissant pour reprendre le pouvoir sur nous puis se connaître finalement. Il y a tellement de choses qui peuvent nous flasher. On ne le voit pas, on n'a pas de perspective. On vit nous comme on est à l'intérieur de nous, mais le journal vient nous donner ce miroir-là finalement. Fait que magnifique. Je suis contente que ce soit comme votre premier truc, je dirais, plus concret là, pour les femmes. Puis peut-être, je reviens à la gestion de stress puis à l'alimentation. Je sais, bon, l'alimentation, pour chacun, quelque chose qui est un remède, pour quelqu'un, ça peut être un poison, tout ça, mais est-ce qu'il y a quand même des grandes lignes qu'on peut offrir ce soir aux gens qui sont atteints d'endométriose au niveau de l'alimentation? Oui, ben, je peux peut-être commencer, Marie-Josée, puis tu pourras jumper in quand tu veux. Ben, écoutez, dans la littérature, il y a quand même, c'est étudié de plus en plus, donc il y a vraiment d'ores et déjà des tendances qui sont sorties de la littérature qui sont des aliments clés à introduire ou peut-être à substituer. J'aime pas beaucoup le terme d'élimination, j'aime mieux qu'on substitue, ça fait moins restrictif. La première chose, c'est vraiment de manger des fruits, des légumes en abondance. Donc, ça, c'est vraiment une des premières choses. Et idéalement, de manger la moitié de ce qu'on mange, par exemple, dans une journée, devrait être des fruits et des légumes. Et idéalement, on veut, bon, si nos moyens nous le permettent, puis c'est vraiment pas toujours évident, d'acheter le plus possible nos fruits et nos légumes bio pour éviter d'être exposés à des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des herbicides qui pourraient créer de l'inflammation dans notre corps. Mais sinon, ce qui peut beaucoup nous aider pour certaines qui vous connaissez peut-être l'outil, c'est le site EWG.
Et c'est ce qu'on appelle les Dirty Dozen et les Clean 15, donc les 12 fruits et légumes les plus pollués, les plus susceptibles d'être exposés à des perturbateurs endocriniens, et les Clean 15 qui sont les 15 les plus clean, en fait, les plus propres de perturbateurs endocriniens. Donc, des fois, si on veut choisir lesquels j'achète bio, lesquels j'achète pas bio, ben, de choisir peut-être les Clean 15 dans les pas bio si on veut mieux manager son budget bouffe. Et les Dirty Dozen, peut-être les privilégier un petit peu plus bio ou éviter ces fruits et ces légumes-là. Maintenant, tout ce qui est légumes, feuilles, laitue amère, la famille des brassicacées, qu'on appelait aussi les crucifères autrefois. Donc, toute la famille des choux, c'est extraordinaire parce que ça nous aide à éliminer les excès d'estrogène. Et comme on sait que l'endométriose se nourrit d'un excès d'estrogène et des fluctuations des estrogènes, ben, plus on va arriver à éliminer nos surplus d'estrogène ou les xénoestrogènes qui sont des perturbateurs endocriniens qui se déguisent en estrogènes puis qui viennent tout fausser nos systèmes, ben c'est vraiment super de les intégrer. Donc, tout ce qui est choux frisés, choux rouges, brocolis, choux de Bruxelles, toutes les laitues amères comme la chicorée, le kale, quoi d'autre? La roquette, donc tous des beaux fruits, des beaux légumes qui vont nous supporter. Et dans les fruits, on parle des baies, donc tout ce qui est petits fruits est super antioxydant, donc va vraiment nous supporter. Maintenant, on a documenté aussi qu'une alimentation principalement à base de plantes, avec des petites quantités de volailles, des petites quantités de poissons, va être préférable. On limite la viande rouge qui a été réputée être plus pro-inflammatoire, mais ça ne veut pas dire de s'empêcher d'en manger, mais de peut-être en manger plus modérément et idéalement de la choisir plus bio, local, élevé sans hormones, élevé sans pesticides. Ensuite de ça, on parle du thé vert, le thé vert qui est un extraordinaire antioxydant et qui a été démontré avoir des effets positifs sur l'endométriose. On essaie de maintenir une glycémie qui est stable, donc on évite les sucres raffinés, par exemple. On privilégie les fibres, les bons gras, les fruits et les légumes, j'en ai parlé tantôt. Puis, il y a différentes informations qui sont un peu controversées, parfois contradictoires, sur les produits laitiers, sur le gluten. Ce qu'on sait, c'est que pour certaines personnes, à peu près 50 de la population, ce sont des aliments qui sont très inflammatoires. Donc, rendu là, il faut presque faire des tests. Donc, peut-être faire une petite diète d'élimination pendant quelques jours, quelques semaines, voir comment notre corps réagit. Personnellement, dans mon expérience, je préfère toujours privilégier des produits laitiers de chèvre, de brebis, parce qu'il a été démontré que dans les produits laitiers de vache, il y avait de la caséine qui est la protéine des produits laitiers de vache et qui peut être très inflammatoire. Mais encore là, l'idée, ce n'est pas de se priver, c'est pas d'être en restriction, c'est vraiment de peut-être trouver des alternatives, substituer des choses et tester. Hein? Marie-Josée en a parlé. C'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon à tous les mêmes aliments. Donc, de faire des tests, d'essayer des choses, de voir ce qu'on aime manger aussi parce que le facteur plaisir est super important. Donc, au niveau de l'alimentation, là, ce serait mon petit topo. Génial. Très beau topo. Ouais, veux-tu rajouter quelque chose là-dessus, Marie-Josée? Mais non, mais je me disais, oh, il y aurait ça. Mais non, elle a passé à travers tout. Je pense, Mélanie, vraiment super topo, là. Ouais, bien choisir le gras, la consommation de viande rouge. Puis je suis d'accord avec elle, c'est la couleur. On mange avec les yeux d'abord. Fait que souvent, on se dit, mon Dieu, quel choix faire? Mais allons-y avec la couleur, le plus de couleurs possible dans l'assiette, là. Puis exactement, ne pas partir en peur, tout couper les produits laitiers, tout couper du gluten. Je veux dire, ça se peut que vous réagissiez, mais allez-y un aliment à la fois. Puis surtout, éliminez pas tout ce que vous aimez d'un coup.
Parce que c'est ça, il y a le volet santé physique, mais il y a le moral aussi. Il faut que ça reste une expérience agréable. On ne veut pas être dans la restriction. C'est déjà des conséquences de cohabiter avec la maladie, donc on veut alléger l'affaire. On ne veut pas en rajouter là, par-dessus quelque chose qui est déjà pas simple à apporter au quotidien. Génial, merci. Puis une des bonnes nouvelles, puis j'ai oublié de le mentionner, c'est que le chocolat noir, à 70 c'est un go, c'est un gros oui, parce que c'est plein de magnésium, puis le magnésium, c'est un anti-inflammatoire naturel, c'est bon pour notre système nerveux parasympathique, donc pour le calme à l'intérieur de soi. Donc, vous pouvez continuer à manger du chocolat noir, puis ça va être super pour vous supporter. Génial. Yes, ben merci. En fait, j'ai envie de, si vous le voulez bien, qu'on jump directement dans notre petite pause artistique pour comme intégrer toute l'information, puis de laisser place aux questions des gens qui sont là ce soir. Aussi, peut-être à travers les questions, si vous avez des cas à nous partager, moi j'aime ça, des fois avoir des OK, j'ai vu telle femme, c'était ça sa condition, elle a appliqué tel changement. Je trouve ça le fun, ça donne l'espoir des fois d'entendre des histoires vécues. Donc, on pourra laisser la place à ça après. Donc, peut-être, Mélanie, je te demanderais de nous guider pour ce 5 minutes-là. Puis juste vous dire, celles qui sont là pour la première fois dans les tables rouges, on a réalisé que le savoir, on accumule beaucoup de choses dans notre tête. Puis pour faire descendre des fois toute l'information, ça peut être overwhelming des fois de recevoir tout ça. Comment on peut faire pour le faire descendre? Puis de s'offrir ces 5 minutes-là, ça a l'air de rien, ça a peut-être l'air, je ne sais pas trop pourquoi on fait ça, mais il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe quand on arrive à se déposer un petit peu puis intégrer l'information. Fait que Mélanie va nous guider dans une petite méditation respiration. Je vous invite à le faire le cœur ouvert, le mind ouvert. Oui, bien, merci Erika. Oui, en fait, j'avais envie de vous guider pour les prochaines minutes dans une respiration pelvienne profonde. Et pourquoi choisir cette respiration-là? Parce qu'elle a plein de bienfaits, autant au niveau de notre bassin, des organes de notre bassin, de nos glandes. Elle nous permet de décongestionner le bassin, hein. On sait que l'utérus double de poids, double de format, particulièrement pendant les menstruations. Donc, on peut se sentir toute congestionnée et c'est une respiration qui nous aide à se décongestionner. Puis, c'est une respiration aussi qui nous aide à faire circuler l'énergie dans notre bassin. On vit beaucoup dans notre tête, dans notre société, donc souvent l'énergie va stagner dans notre mental. Donc, ça nous ramène l'énergie dans le bas du corps, ça ramène le sang, l'oxygène, le souffle, les fluides dans le bas du corps. Donc, c'est la petite respiration que je vous propose. Puis en plus de ça, c'est une respiration qui est extraordinaire pour activer notre système nerveux parasympathique. Marie-Josée en parlait tantôt, de faire le calme à l'intérieur de soi, hein, de rappeler à notre cerveau, à notre corps, à notre cœur, à notre âme, à chaque jour que le calme existe, même si la vie va vite, même si la vie est un tourbillon. Donc, c'est une respiration qui nous aide à faire tout ça à la fois. Donc, vous n'avez pas besoin de bouger, vous pouvez rester assise. Et comme l'a dit Erika, le cœur et l'esprit ouvert, mais en fermant les yeux, si c'est disponible pour toi en ce moment. Je vais t'inviter à seulement prendre le temps de bien t'enraciner dans ta chaise, dans ton sofa, peut-être sur le sol. Je t'invite aussi à dégager les ischions. Les ischions, c'est les petits os des fessiers. Donc, on veut retirer la chair de sous les ischions pour encore mieux les enraciner dans le sol. On vient allonger sa colonne vertébrale, allonger sa nuque. Et on laisse la couronne, le dessus de la tête, pointer vers le ciel. Donc, on veut être dans une posture qui est longue, qui est fière, mais qui est souple. Et idéalement, si on a un petit coussin pas loin ou un oreiller, on peut la glisser sous ses fessiers de sorte à ce que les hanches soient plus élevées que les genoux. Et ça nous permet d'aligner notre diaphragme thoracique et notre diaphragme pelvien. Donc, le diaphragme pelvien qu'on appelle communément le périnée. Et ça permet de mieux faire circuler l'énergie
de mieux faire circuler l'oxygène. On détend la mâchoire, donc la mâchoire est souple, la mâchoire qui communique avec le nerf vague, par le nerf vague en fait avec le plancher pelvien. Et on vient porter son attention au centre de son périnée, donc entre l'ouverture du vagin et de l'anus. On vient visualiser une belle lumière blanche qui brille. Et avec la prochaine inspiration, on laisse monter cette lumière blanche le long de la colonne vertébrale jusqu'au-dessus de la tête, la couronne. Et on expire en descendant, en laissant redescendre cette lumière blanche. Donc, de la couronne jusqu'au périnée. Encore une fois, on inspire du périnée jusqu'à la couronne en laissant l'abdomen se gonfler au passage, sans rien forcer. Et on expire de la couronne jusqu'au périnée en laissant doucement le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale. Dernière fois, inspire. Gonfle l'abdomen, ramène ta lumière blanche au-dessus de ta tête, à la couronne. Et expire en chemin inverse, de retour dans le périnée. Et si tu le sens pour la prochaine inspiration, on va tout simplement monter dans le bassin. Donc, on va amener notre lumière blanche dans le bassin et on va visualiser la lumière blanche qui valse entre les organes, entre les glandes, entre les muscles, les ligaments, qui vient nettoyer, qui vient créer de l'espace, qui vient laisser aller tout ce qui ne nous sert plus. Et on peut même amener du mouvement dans son bassin, en valsant de gauche à droite, de droite à gauche, juste pour délier, pour créer de l'espace et pour habiter le bas de son corps. Et doucement, on revient à un souffle naturel. On peut redevenir immobile, statique. Ramener les mains l'une dans l'autre, paume vers le ciel, au bas-ventre, pour reproduire notre beau bol pelvien. Et accueillir ici tout ce qui redescend, tout ce qui vient nourrir, oxygéner, décongestionner. Et à ton propre rythme, avec une main sur le cœur, une main à l'utérus qui soit physiquement ou énergétiquement présent dans ton corps, l'utérus qui est le deuxième cœur en Ayurveda. Je t'invite à simplement ouvrir les yeux, à te reconnecter avec ce qui est là tout autour, dans ta pièce, revenir dans ton environnement physique, observer des couleurs, peut-être des odeurs, des sons. Et c'était une mini-initiation à la respiration pelvienne profonde qui nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Wow, merci. On le sent, hein? Le shift, le centre de gravité vient de faire de là à là, plus bas. Oui. C'est magnifique. Puis merci d'avoir partagé ça parce que en fait, l'idée, c'était de vous donner aussi un petit taster, une petite expérience de à quoi ça peut ressembler on a fait ça en même pas 5 minutes, de redescendre puis de venir apporter notre attention là où
notre corps le demande finalement, surtout quand on est dans la douleur. Donc, comment retourner dans notre corps puis aller apporter cette respiration-là. Puis le travail de Mélanie est vaste, donc je vais vous inviter à celles qui connectent avec ça, qui veulent aller plus loin dans la respiration pelvienne, de connecter. On va mettre tous les liens là, pour que vous puissiez, après l'événement, aller un peu plus profondément, mais repartez avec cette petite perle-là dans votre vie, puis quand vous avez des besoins dans ces moments-là, de juste vous asseoir, comme on vient de faire, colonne vertébrale, rentrer à l'intérieur puis respirer du plancher pelvien. Merci Mélanie, c'est un beau cadeau. Ça fait tellement, tellement plaisir. Puis c'est la preuve aussi que toutes les petites choses comptent, hein, puis que c'est souvent les petites choses qui peuvent faire les plus grandes différences. Puis cette respiration-là, elle est accessible partout, là, au bureau, aux toilettes, chez vous, dans le transport en commun, sur une lumière rouge, peu importe. Donc, vous pouvez l'amener avec vous partout, partout. Oui, puis l'important, c'est ça, c'est de renforcer, d'y croire, dans le sens où des fois, on a l'impression que ça prend une grosse chirurgie, ça prend quelque chose de physique, ça prend une grosse affaire pour avoir un changement, alors qu'il suffit de croire en ces pratiques-là, puis de vraiment voir, de le ressentir. Bref, je pense beaucoup au placebo ces temps-ci, puis qu'est-ce qui fait du bien, tout ça. Puis je pense que le pouvoir d'y croire, puis de vraiment sentir que ça peut nous apporter la lumière, puis qu'on voit la lumière, de vraiment le ressentir à l'intérieur, que c'est en train de nettoyer, c'est de la magie qu'on a tous. On a tous ce pouvoir-là. Donc, voilà. Merci. Si tu permets, Erika, j'aimerais ça juste ajouter que quand on souffre beaucoup, là, avec les années, on se déconnecte à un moment donné de notre corps. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai vécu. Il y a un moment donné, j'étais complètement déconnectée. Mon corps, c'était devenu mon ennemi, là, littéralement. Là. Je voulais comme plus être dans mon corps, parce que mon corps me faisait souffrir. Puis ça, ce que Mélanie vient de nous faire vivre, c'est une invitation aussi à retourner à soi. Puis ça se peut, tu sais, je vous en parle, moi, je viens juste de faire 5 minutes, puis je suis émotive. Moi, je suis une personne émotive. On l'est tous, on a tous des émotions. Ça se peut que quand vous preniez ces petits rendez-vous-là avec vous, que ce soit émotif, et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des choses qui vont se libérer à travers ça. Quand on souffre depuis tellement d'années, puis qu'on a un rapport avec notre corps qui est comme distorsionné, puis qu'on se réconcilie un peu à la fois, ça brasse des affaires, puis ça sort toutes sortes d'émotions. Fait que c'est des belles occasions aussi de libérer des charges qui sont coincées physiquement dans le corps aussi. On le dit souvent, hein, au niveau du plancher pelvien, les hanches, on retient nos émotions, là. Fait que quand on se met à connecter avec cette zone-là du corps, là, c'est très, très libérateur. Je voulais juste ajouter ça. Yes, merci. Yes, fait qu'on va passer à la deuxième partie, la partie des questions. Mais juste avant, c'est important pour moi de vous nommer que si on est ici ce soir, à chaque mois, pour offrir finalement des événements comme la table rouge gratuitement, croyez-le ou non, c'est grâce à toutes celles qui portent nos bobettes, Madame Levary. Donc, par curiosité, je veux juste savoir qui sont celles qui ont déjà porté les culottes menstruelles, Madame Levary. Peut-être l'écrire dans le chat. Ah, on a Mélanie, Marie-Josée, for sure, Gab, moi, of course. Fait que pour celles qui ne connaissent pas encore, j'aimerais juste prendre 1 minute pour vous les présenter parce que c'est celle qui nous permet d'être ici ce soir. Donc, il y a de ça 6 ans, pour faire une mini-histoire courte, Olivia, cofondatrice, et moi-même, on a créé une culotte menstruelle qui a un atout qui les distingue de tout ce qui existait, qui est dans le fond, puis qui la distingue toujours d'ailleurs. C'est les serviettes amovibles qui s'insèrent à l'intérieur de la culotte puis qui se changent au fur et à mesure qu'on a envie pour nous permettre finalement de rester confortable toute la journée. Puis pour moi, la culotte menstruelle, ça m'a permis non seulement d'arrêter de polluer mon corps avec des produits toxiques qu'il y a dans les tampons, les serviettes, mais c'était aussi, j'ai utilisé la coupe menstruelle aussi pour être plus écologique, mais ça m'a permis de laisser écouler naturellement le sang, le flot de mon corps, au lieu d'avoir quelque chose qui le retient. Là, je ne dis pas que la coupe menstruelle, c'est pas bon, ça peut être un outil incroyable, mais pour moi, ce que ça a créé un relief, puis mes crampes menstruelles ont réduit considérablement quand j'ai arrêté d'utiliser une protection à l'interne. OK? Fait que je voulais vous partager ça, puis vous dire aussi que ça m'a permis
une plus grande intimité aussi avec mon corps. C'est comme si ça m'a permis justement de changer positivement ma relation avec mon sang menstruel aussi, de laver mes petits pads, de les mettre, de voir, OK, la quantité réelle finalement de sang qui s'écoule, la couleur. Il y a quelque chose de vraiment profondément réconciliateur. Fait que bref, je vois nos culottes comme un outil concret pour honorer mon corps de femme, mais aussi pour me rappeler que ce moment du cycle-là est sacré. Puis ça me connecte à toutes celles qui les portent. Parce que des fois, on voit la petite ligne rouge. Ça m'arrive des fois de croiser quelqu'un, puis juste d'apercevoir la ligne rouge, puis je suis pas mal sûre qu'elle est en train de porter des Madame Levary, puis il y a quelque part en moi qui se sent connecté à cette personne-là. Je fais comme, I got your back, girl. Like, I know what you're going through. Donc voilà, fait que comme une image vaut 1000 mots, je vous présente un 30 secondes de la culotte pour que vous puissiez la voir et la voir en action finalement. Donc je share screen, boom, boom. Ah non, je pense que j'ai un petit problème technique pour share my screen. Non, ça ne fonctionnera pas pour mon share screen, alors je vais vous inviter à juste aller voir sur notre site pour voir comment c'est fait. On a un petit truc qui s'appelle « Comment ça marche », puis une vidéo qui montre les serviettes, parce que là, j'ai expliqué en mots, mais une image vaut 1000 mots. Donc, on va mettre le petit lien juste pour que vous puissiez aller le voir. Puis, dernière chose, c'est qu'en ce moment, pour l'arrivée du printemps, on offre notre plus gros rabais de l'année, qui est 15 % de rabais sur toutes nos culottes, avec le code promo Spring Love. Donc, pour celles qui n'ont pas encore cet outil-là et qui sont curieuses de l'essayer, c'est sûr que je vouch, moi, je suis comme convaincue fois 1000, là, mais ça peut être vraiment un game changer pour réduire l'écran, mais aussi pour vous reconnecter avec ce temps-là. Donc, voilà, j'ai fini mon petit moment pub Madame Levary et on peut maintenant ouvrir le floor pour les questions a nos deux invités. Comienzo a sentir la verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían. Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos.